maintenant sur TPT+. Place Journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. À la une de ce journal, le lancement de la semaine de santé de la mère et de l'enfant, lancé à Pointe-Noire ce vendredi 19 novembre. Bonne nouvelle pour les familles parce que tout est gratuit. Et puis nous parlerons de la journée mondiale des toilettes célébrée à travers le monde et de la journée internationale de l'homme. C'est tout pour les titres. Ouvrons cette édition. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. La semaine de santé de la mère et de l'enfant, initiée par l'UNICEF, en partenariat avec le gouvernement, lancée ce vendredi 19 novembre 2021 au CSI de l'arrondissement de Mvumvu, en présence des officiels politiques, sanitaires et des partenaires au développement, ainsi que des populations bénéficiaires. Cette semaine a débuté ce 19 et qui prendra fin le 26 novembre 2021 a été organisée dans le but de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle. La cérémonie de lancement a été patronnée par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population. Un compte-rendu de Monica Ruthben, Olivier Titi et Christian Ibanga. L'intérêt principal de cette initiative de l'UNICEF, partenaire du gouvernement en matière de santé de la mère et de l'enfant, n'est autre que de réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle et d'améliorer les indicateurs de santé. Les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer ont été, sinon, sont les facteurs principaux de cette semaine de santé de la mère et de l'enfant, comme l'a souligné le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Comme vous le savez, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer constituent la couche la plus vulnérable de la population, c'est-à-dire celle pour laquelle le risque de maladie et de décès est le plus élevé. C'est pourquoi la politique de santé de la République du Congo met un accent particulier sur les interventions à haut impact pour la santé de la mère et de l'enfant, ce qui a permis à notre pays de réaliser des progrès dans ce domaine. Après plusieurs discours, notamment du co-représentant de l'ONU au Congo, Ousmane Dem, qui a souligné qu'il sera mis en place un projet dit Kobikisa, qui couvrira 36 districts sur les 52 du pays et aura pour composante appuyer la mise en œuvre de la gratuité de cette semaine et améliorer le système de santé au Congo et l'exécution des budgets en partenariat avec le ministère des Finances. La vaccination de la deuxième dose du pentavarol et la première dose contre la rougeole et les suppléments nutritionnels ont été administrés à un échantillon d'enfants par les autorités telles que la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, le ministre de la Santé et de la Population et la représentante de l'UNICEF au Congo. La phase de vaccination a été suivie par la visite communautaire guidée par le docteur Leza, où il y a eu un repérage des enfants de moins de 5 ans de les familles du quartier Mvumvu et ont bénéficié d'une fiche de suivi au CSI de Mvumvu, de la vitamine A et des vaccins gratuits après dépistage. Cet événement a été clôturé par la visite guidée du CSI de Mvumvu. Tout compte fait, l'objectif du gouvernement en lançant cette semaine de santé de la mère et de l'enfant du 19 au 26 novembre 2021 est de réussir à vacciner les 80% restants des mères et enfants en République du Congo, a confié la représentante de l'UNICEF au Congo. L'initiative que nous lançons aujourd'hui donc devrait permettre de vacciner au moins 80% des enfants non vaccinés pour la troisième dose du pentavalent et pour la première dose de rougeole rubéole
de vérifier les statuts nutritionnels de plus de 234 000 enfants et de les supplémenter en vitamine A, de dépister plus de 18 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère et de les mettre sous traitement, de mettre au moins 200 000 femmes à l'âge de procréer sous méthode contraceptive, d'offrir les services de consultation prénatale à au moins 20 000 femmes enceintes, y compris le dépistage du VIH et la mise sous ARV pour les femmes enceintes séropositives. Instauré le 16 novembre 2001, 20 ans déjà, jour après jour, qui est célébrée à travers le monde la journée mondiale des toilettes. Une journée fondée par Jacques Sim avec pour leitmotiv faire des toilettes des coins d'aisance. Cette grande journée semble méconnue des Congolais du sommet Talabaz. À propos de cette journée, suivons ce récit de Florida Ngoma. Il faudra savoir que la journée mondiale des toilettes est un événement annuel célébré chaque 19 novembre. Cette journée met l'accent sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes pour tous. L'édition de cette année porte sur la valeur des toilettes en attirant l'attention sur le fait que les toilettes et les systèmes d'assainissement auxiliaires souffrent d'un sous-financement, d'une piètre gestion et d'un désintérêt dans de nombreuses nations du monde. Le cas de notre pays, où la quasi-totalité des toilettes sont dans la merde totale. Ces lieux appelés coins d'aisance chez les autres sont les véritables coins d'odeur nauséabonde chez nous. L'importance de cette journée serait de faire connaître le rôle des toilettes et leur utilité. Ils sont combien qui connaissent le rôle des toilettes ou mieux de la bonne digestion? Nombreux aiment mieux la constipation que déféquer. Hélas, ne sachant pas que nous devons notre santé en grande partie au prix de la bonne digestion, donc des toilettes propres, car les conséquences sont dévastatrices pour la santé, l'économie et l'environnement, surtout au sein des populations les plus pauvres et les plus marginalisées. En effet, là où les toilettes manquent ou sont très sales. Cependant, investir dans la construction et l'assainissement des toilettes est essentiel. Selon l'approche fondée sur les droits humains, les gouvernants doivent écouter les personnes qui n'ont toujours pas accès à des toilettes propres et affecter des fonds spéciaux pour les associer au processus de planification et de décision en vue de régler cette question de santé publique. Les secteurs publics et privés doivent consulter des groupes laissés pour compte afin de créer des systèmes d'assainissement durables. Cette journée n'a pas fait l'objet de célébration, encore moins d'une déclaration gouvernementale dans notre pays. Comme quoi, pas d'intérêt, pas d'action. Nous retiendrons que 3,6 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes convenables dans le monde. 2 milliards de personnes boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales. Et 700 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée due à des services sanitaires ou des toilettes insuffisantes et une mauvaise hygiène. Hélas, chez nous, caca, c'est caca sans plus. Poursuivons ce journal. Depuis le 19 novembre 1999, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'homme, soutenue par les Nations Unies en vue d'améliorer les relations entre hommes. Seulement au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, cette journée est passée inaperçue. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Poursuivons cette édition. La déscolarisation, s'il vous plaît, des mineurs semble devenir un problème courant dans notre société. Celle-ci est définie comme le fait de ne plus du tout fréquenter une école. Ce phénomène aujourd'hui engendre plusieurs conséquences, notamment le chômage des jeunes et la délinquance. Les parents oublient-ils leur devoir d'éduquer les enfants? Quelles peuvent être donc les causes et les conséquences de la déscolarisation des mineurs? Melchisedek nous en parle. Tout enfant a droit à l'éducation, car c'est un privilège pour un enfant de fréquenter une école pour prétendre réussir dans cette vie.
La scolarisation, c'est la voie par excellence pour s'épanouir, se forger une personnalité et une dignité. Mais qu'est-ce qui peut causer ou être à l'origine de la déscolarisation des mineurs dans notre pays? L'on pourra citer entre autres les responsabilités des parents, la galère parentale, les consciences et le désintéressement des mineurs pour leurs études, les mauvaises compagnies, sans perdre de vue les responsabilités ou la démission des pouvoirs publics, garant du droit des mineurs à l'éducation. Voilà qui peut facilement développer certains phénomènes prohibés par la loi, comme les enfants travailleurs ou l'exploitation des mineurs par leurs parents. Mais pas seulement. Bien d'enfants ou mineurs se voient obligés, pour justement l'amour des études, de se faire exploiter pour subvenir aux besoins de leurs études, leur réussite étant à ce prix. Le phénomène mariage précoce, encore d'actualité, a entraîné à la déscolarisation pas mal des jeunes filles mineures. La déscolarisation alimente l'analphabétisation. Un pays ne peut pas se développer avec des analphabètes. Certes qu'ils sont utiles car ils peuvent être utilisés autrement, mais le taux élevé des analphabètes n'est pas bon pour le développement d'un pays, lesquels vont donc assurer la relève des cadres d'aujourd'hui. Cependant, tous les enfants devraient avoir accès aux études, au même pied d'égalité, conformément à la Constitution. En effet, l'État a instauré des écoles publiques pour donner certainement la possibilité à tous les enfants pauvres ou riches d'étudier. Il reste donc à parfaire le fonctionnement de notre école publique pour que vive la scolarisation des mineurs au Congo. Laissons la question de la déscolarisation des mineurs pour parler du Congo et de la décentralisation. La loi 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l'organisation administrative territoriale est la loi qui consacre la décentralisation dans notre pays. Les collectivités locales doivent leur développement si et seulement si cette disposition démocratique est pleinement observée. Seulement voilà, la décentralisation peine à être observé au Congo. Le Congo et la décentralisation, à quand son effectivité? C'est l'objet de ce reportage de Tivongo. Si la décentralisation, c'est l'action de faire cesser la centralisation, et la centralisation, l'action de rattacher à un gouvernement central toutes les forces d'un État, donc le Congo, notre cher et beau pays, n'est pas encore décentralisé. Et pourtant, toutes les conditions ou presque semblent être réunies à l'effet de rendre effective cette notion vitale qui fait vivre la démocratie et développe les collectivités locales. Des collectivités locales dont certaines sont déclarées autonomes. Autonomes dans leur administration des ressources humaines, infrastructurelles et financières. Ainsi, pour la réalisation de cette disposition gouvernementale responsable et démocratique, un certain pourcentage doit être reversé aux collectivités locales découlant des recettes des ressources naturelles que regorgent ces départements. Il peut s'agir du pétrole, de l'or, du bois, du manganèse, de la potasse, de l'océan. La liste est très loin d'être exhaustive puisque le Congo est bien riche. À ce jour, les textes nécessaires à la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays existent. Mais d'où vient-il que ce qui a bel et bien été légiféré fasse encore l'objet des plaidoiries ou des interpellations parlementaires? Le feu vénérable Tchikaya s'en est préoccupé avant de tirer sa révérence. Il avait plaidé que soit revue à la hausse la subvention affectée à nos collectivités locales. Je termine, le vénérable président, avec votre autorisation sur les subventions accordées aux collectivités locales. Pour nous, il est important que la décentralisation soit effective. Mais nous constatons que le niveau des subventions qui sont accordées aux collectivités locales est trop faible. Pour pouvoir mesurer notre volonté de doper les collectivités locales, pourquoi on ne conviendrait pas d'un taux à appliquer au budget national de l'État? Il y a un chiffre qui est bien connu universellement et admis, toléré comme tel, 10%. Pour le feu vénérable Tchikaya, le pourcentage à reverser aux collectivités locales par le gouvernement central ressemblerait à la dîme, les 10% que les croyants paient à Dieu pour toutes les ressources qu'il bénéficie de lui, mais qu'il a écouté. Les croyants versent 10% à l'Éternel pour tous les bienfaits qu'il nous procure. Mais nous, qu'est-ce que nous accordons à notre pays? Pourquoi ne prendrait pas 10% du budget de notre pays pour constituer la manne à redistribuer aux collectivités locales? Fait de cette manière,
chaque fois que le budget devra évoluer, effectivement, les subventions accordées aux collectivités locales évolueraient aussi. Et chaque fois, en période de vache maigre, que le budget va diminuer, et bien il en sera de même pour ce qui sera accordé aux collectivités locales. Et comme ça, on peut quantifier, mesurer notre volonté. Telle est l'économie de mon intervention, vénérable président. Je vous remercie. Hélas, le vénérable Tchikaya nous a quittés sans vivre l'effectivité de la décentralisation. Encore moins l'augmentation de la subvention allouée à nos collectivités locales. La décentralisation, cette disposition démocratique et réglementaire propre à développer nos départements, a tout aussi été dénoncée par le président de la République lors de son discours d'investiture de 2016. Jusqu'ici, rien n'a presque bougé entre les lignes. Le Congo est unique en son genre. La loi a consacré la décentralisation, mais l'autorité appelée à faire respecter la loi l'a délibérément bloquée. À l'international en Ouganda, la police a annoncé avoir tué 5 suspects lors d'une opération menée par la brigade antiterroriste. 21 autres ont été arrêtés. Plus d'infos avec Africa News. La police ougandaise a annoncé avoir abattu 5 suspects et arrêté 21 personnes en lien avec le double attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Jeudi, au cours d'une fusillade dans l'ouest du pays, des agents de la brigade antiterroriste ont tué 4 suspects à Ntoroko, d'où ils retournaient en RDC, a indiqué le porte-parole de la police. Un autre suspect a été abattu près de la capitale alors qu'il tentait d'échapper à son arrestation. Selon le porte-parole, il serait l'un des responsables du réveil des cellules terroristes à Kampala. Quant aux 21 personnes arrêtées, il s'agirait d'agents opérationnels, de coordinateurs et d'argentiers d'activités terroristes. Mardi, les 2 attentats suicides perpétrés par 3 kamikazes ont tué 4 personnes et fait de nombreux blessés à Kampala. La police a attribué ces attaques à un groupe local lié aux forces démocratiques alliées et l'État islamique a revendiqué les attentats. Au Nigeria, Anthony Blinken scelle le rapprochement entre le Nigeria et les USA. La revitalisation des relations s'il vous plaît, diplomatiques et économiques était au centre de la rencontre entre le président Muhammadu Buhari et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Une fois de plus, Africa News. Le président nigérien Muhammadu Buhari a reçu jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cette rencontre vise à redonner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays. Comme signe d'un rafraîchissement de leur coopération, le Nigeria a été retiré de la liste noire des pays violant la liberté de religion. Le prédécesseur de Blinken, Mike Pompeo, avait pris cette décision à la fin de son mandat, à la demande des chrétiens évangéliques qui se plaignaient des attaques contre leur communauté dans diverses régions du Nigeria. Quant aux inquiétudes soulevées par Anthony Blinken sur la brutalité policière qui avait entraîné le mouvement EndSARS, le gouvernement fédéral attend les enquêtes en cours qui sont menées par les États concernés avant d'établir les responsabilités, a répondu le président Buhari à son hôte. Anthony Blinken est le premier diplomate américain à se rendre au Nigeria depuis 3 ans. L'épidémie de Covid-19 flambe en Allemagne. Le pays a enregistré près de 65 nouveaux cas en 24 heures. La chancelière Angela Merkel a annoncé hier, jeudi 18 novembre, des mesures de restriction sévères pour les non-vaccinés. Elle a également ouvert la voie à une obligation vaccinale des personnels soignants. France 24. En Allemagne, l'épidémie s'emballe. À l'issue d'une réunion de crise avec les chefs des gouvernements régionaux, Angela Merkel a tiré la sonnette d'alarme. La situation est très dramatique et c'est très important maintenant que des mesures soient prises rapidement, de manière cohérente et qu'un meilleur contrôle soit pris. Et ensuite, il nous faudra observer si l'on parvient à stopper ou réduire l'épidémie. Pour freiner la 4e vague, le Bundestag a approuvé jeudi 2 nouvelles restrictions. Dans les régions où les hôpitaux risquent la saturation, l'accès aux lieux publics, aux restaurants,
aux événements culturels et sportifs sera limité aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid. Autre décision, le retour massif au télétravail et l'obligation de présenter le pass sanitaire sur le lieu de travail et dans les transports. Ces mesures doivent encore être approuvées par la Chambre haute du Parlement, mais elles divisent déjà les Allemands. Si vous n'êtes pas vacciné, alors vous n'êtes plus libre. Je pense que c'est bien que nous puissions nous rendre en cours sans avoir à porter un masque. Il ne faut pas qu'ils aillent trop loin avec les nouvelles règles, car ça pourrait être très mal accueilli. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des règles plus strictes, car nous devons juste réussir à contrôler cette épidémie. Si on ne fixe pas des règles plus strictes, la situation ne s'améliorera pas, car il y a tellement de personnes qui disent qu'elles s'en moquent. Merkel a aussi indiqué que le gouvernement fédéral allait examiner la demande des dirigeants régionaux de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite. Une mesure que le gouvernement s'était refusé à envisager jusqu'ici. C'est ici que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.